Lors d'un banquet à Madrid, j'ai accidentellement bousculé la mère de ma femme. Elle m'a giflé devant tout le monde. Ma femme, au lieu de me défendre, m'a dit froidement « Présente-lui tes excuses ou pars ». Mais ils ignoraient que ma réponse était déjà prête. Madrid brillait ce soir-là. Les façades illuminées de l'hôtel 5 étoiles reflétaient l'éclat doré des lampadaires et l'intérieur resplendissait encore plus. Chandeliers de cristal, nappes blanches immaculées, couverts d'argent alignés avec une précision militaire. Les conversations flottaient comme une musique de fond, entrecoupées de rires mondains et du tintement délicat des verres de vin. C'était un banquet organisé par mes beaux-parents, Doña Carmen et Alfonso, pour célébrer un nouvel accord commercial. Tout Madrid de la haute société semblait s'y être donné rendez-vous. Politiciens, investisseurs, célébrités locales. Moi, j'étais là uniquement par devoir conjugal, assise à côté de ma femme Isabelle, vêtue d'une robe noire qui soulignait sa silhouette élégante. Elle riait doucement aux blagues de son frère, comme si j'étais un simple figurant à cette table où l'arrogance régnait en maître. Je m'appelle Daniel. Je ne suis ni politicien, ni héritier d'une fortune familiale. J'ai construit mon entreprise avec mes mains et mes nuits blanches, pas avec des héritages. À cette table, je détonnais, je le savais. Pour eux, j'étais un invité toléré, un époux convenable, mais jamais leur égal. Et puis l'accident s'est produit. En voulant me lever pour saluer un associé d'Alfonso, ma manche accrocha le pied d'un verre. Un filet de vin rouge éclaboussa la robe de soie d'ivoire de Doña Carmen. Le silence se fit instantanément, comme si la salle entière retenait son souffle. Carmen, d'un geste sec et théâtral, se leva et... clac! Sa main s'abattit sur ma joue avec une violence qui me fit vaciller. « Comment oses-tu me toucher, Daniel ?» hurla-t-elle. « Nettoie ma robe et sors d'ici. » Tous les regards convergèrent vers moi. Je sentais mes joues brûler, non pas de douleur, mais d'humiliation. J'attendis que ma femme prenne ma défense, qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour calmer sa mère. Mais Isabelle se contenta de lever son verre, glacial, et de prononcer ces mots qui me transpercèrent. « Présente-lui tes excuses, ou pars. » Le silence reprit, plus lourd encore. J'entendis un rire étouffé quelque part, le froissement des robes, le cliquetis d'une cuillère nerveusement reposée. Alors je me redressai, caressai ma joue meurtrie et esquissai un sourire. Pas un sourire de gêne, mais un sourire mystérieux. Sans dire un mot de plus, je quittai la salle, laissant derrière moi leur regard perplexe. Car eux ignoraient une chose essentielle. Ce soir-là, la gifle n'avait pas détruit ma vie. Elle avait déclenché l'exécution d'un plan que je préparais depuis longtemps. Je sortis de l'hôtel dans un silence étrange, presque apaisé. Le vent frais de Madrid me caressait le visage, contrastant avec la brûlure encore vive laissée par la gifle de Doña Carmen. Je marchais sans me retourner, laissant derrière moi les éclats de rire feintes, les conversations mondaines et cette famille qui croyait encore détenir tout pouvoir sur moi. En réalité, cette humiliation n'avait fait qu'accélérer ce que j'avais soigneusement planifié depuis des mois. Ils pensaient que j'étais un simple entrepreneur chanceux qui devait sa place à leur monde doré. Ils ignoraient que je bâtissais dans l'ombre ma propre sortie. Lorsque j'arrivai devant notre maison, une vaste demeure moderne à la périphérie nord de Madrid, je pris une profonde inspiration. Pour eux, c'était leur maison, un trophée social qu'ils brandissaient devant leurs amis. Pour moi, c'était mon investissement, mon bien, acheté avec mes économies et mes crédits. Et ce soir, j'allais leur rappeler cette vérité. J'ouvris la porte d'un geste sûr et entrai dans le salon baigné d'une lumière tamisée. Tout était silencieux.
Je me dirigeais vers le panneau de contrôle caché dans le mur et activai la séquence que j'avais configurée. En quelques secondes, les codes d'accès furent changés, les cartes désactivées et les empreintes digitales effacées du système. Désormais, une seule main pouvait ouvrir ces portes, la mienne. Je montai à l'étage, pris mes valises pré-remplies. Oui, je les avais préparées discrètement, ainsi que mes documents et une somme d'argent liquide. Rien n'était laissé au hasard. Passeport, contrat, disque dur. J'avais prévu cette nuit bien avant que Carmen ne lève la main sur moi. Peu après minuit, j'entendis le bruit familier d'une voiture de luxe se garer dans l'allée. Les voix éméchées de ma femme et de ses parents résonnaient déjà. Ils riaient encore, ivres de champagne et d'arrogance. « Ouvre, Daniel !» lança Alfonso d'une voix lourde. « Tu n'as pas oublié qui paye tes cigares, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas. Ils essayèrent le code, puis leur carte. Rien. Les rires cessèrent. Isabelle tapa du poing contre la porte. « Daniel, arrête tes enfantillages. Ouvre cette porte immédiatement. » Alors j'activai l'interphone. Leur visage apparut sur l'écran de surveillance. Carmen rouge de colère, Alfonso interloqué, Isabelle blême de rage. D'une voix calme, presque douce, je leur dis « Vous m'avez dit de partir. Je l'ai fait. Mais rappelez-vous d'une chose, cette maison est à moi, pas à vous. Je les laissais hurler, insulter, menacer. J'éteignis l'écran, pris mes valises et sortis par l'arrière, laissant derrière moi leur vacarme inutile. Tandis qu'ils restaient coincés dehors comme des étrangers, je m'éloignais avec une sérénité nouvelle, car la partie ne faisait que commencer. Je quittai la maison cette nuit-là sans un bruit, mes valises dans le coffre de ma voiture, alors qu'Isabelle et ses parents frappaient toujours contre la porte close. Je roulais calmement à travers Madrid, les lumières de la ville se reflétant sur le pare-brise. J'avais attendu ce moment trop longtemps pour le laisser m'échapper. Leur erreur avait été de me croire naïf. Pendant des mois, j'avais supporté les humiliations, les remarques venimeuses, les sourires condescendants, mais dans l'ombre, je préparais ma riposte. Dès le lendemain matin, j'exécutais les premières étapes. Je commençais par fermer nos comptes communs. Carte bloquée, accès annulé, virement redirigé vers un compte sécurisé à mon seul nom. Isabelle découvrit en quelques heures qu'elle ne pouvait plus payer ses achats compulsifs, ni même régler l'essence de sa voiture de luxe. Ensuite, je passai au dossier le plus délicat, les magouilles d'Alfonso. Depuis des mois, j'avais collecté des preuves discrètes de ses pratiques douteuses, fausses factures, contrats maquillés, transferts d'argent offshore, des documents qu'il pensait invisibles, mais qu'un entrepreneur comme moi savait reconnaître. Je rassemblai tout dans un dossier numérique et l'envoyai sous anonymat à 2 destinataires précis, un concurrent direct d'Alfonso et un journaliste d'investigation réputé pour sa hargne. Je savais qu'il ne laisserait pas passer une telle opportunité. Mais le coup le plus retentissant était encore à venir. Dans ma maison, j'avais fait installer discrètement des caméras de sécurité intérieure. La scène du banquet, la gifle de Carmen et la froideur d'Isabelle avaient été captées par l'une de ces caméras, dissimulée près du bar. Je montai un court d'extrait vidéo, Carmen levant la main, le bruit sec de la gifle, puis la voix glaciale d'Isabelle. « Présente-lui tes excuses ou pars, rien d'autre. » Pas de commentaires, pas de montage, juste la vérité brute. Une fois mise en ligne anonymement sur les réseaux, l'effet fut immédiat. En quelques heures, des milliers de vues. En une journée, des dizaines de milliers. Les commentaires s'accumulaient. Quelle honte! Une gifle devant tout le monde. Et sa femme qui le trahit. Qu'elle goûte à sa propre médecine. Le scandale enfla.
Les groupes WhatsApp de Madrid s'embrasèrent, mais les journaux locaux commencèrent à reprendre la vidéo, parlant de la famille de l'humiliation. Pour la première fois, ce n'était pas moi qu'on regardait comme un intrus, c'était eux qu'on pointait du doigt. Et ce n'était qu'un début. Les jours suivants furent un déluge. Chaque matin, les journaux titraient sur la gifle, les vidéos circulaient sur Twitter et les talk-shows madrilènes en faisaient leur sujet principal. L'image de Doña Carmen, la main levée, était devenue un mème cruel partagé par toute l'Espagne. Mais ce n'était rien comparé à l'onde de choc qui secoua Alfonso. Dès que le journaliste publia ses révélations, un audit officiel fut ouvert. Des comptes suspects, des transactions offshore, des contrats truqués avec des sociétés écrans. Tout éclata au grand jour. Les actionnaires paniquèrent, les partenaires coupèrent les liens. En l'espace d'une semaine, Alfonso passa du statut de magnat respecté à celui d'homme d'affaires corrompu. Dans les couloirs de la haute finance madrilène, son nom devenait toxique. Les invitations s'évaporèrent, les amis disparurent. Ceux qui hier encore l'appelaient amigo ne répondaient plus à ses appels. Et Isabelle, sa chute fut encore plus rapide. Influenceuse adulée sur Instagram, invitée aux galas et aux soirées privées, elle vit ses sponsors l'abandonner, les uns après les autres. Marques de luxe, agences de voyage, créateurs de mode, tous mirent fin à leur contrat en citant « atteinte à l'image publique ». Ces publications, autrefois couvertes de compliments, devinrent un déversoir de sarcasme. Elle a humilié son mari, maintenant c'est le karma. Quand on se croit reine et qu'on oublie qu'on n'est rien sans respect, tout Madrid rit d'elle. Isabelle essaya de se défendre, de publier des stories en pleurs, mais cela ne fit qu'aggraver son ridicule. Les internautes se moquaient de sa voix brisée, de ses larmes maquillées. Quant à Doña Carmen, elle n'osait plus mettre un pied dehors. Chaque sortie devenait un supplice. Regards méprisants, chuchotements, parfois même des remarques lancées à voix haute. Pour une femme qui avait bâti toute son existence sur le prestige et l'apparence, c'était pire qu'une condamnation. En quelques semaines, cette famille qui régnait sur Madrid s'effondra. Leur empire social, financier et mondain, construit sur l'arrogance et l'humiliation des autres, se consumait sous les flammes de la vérité. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je respirais. Quelques semaines après le scandale, mon avocat m'informa qu'Isabelle avait demandé une rencontre. J'acceptai, non par curiosité, mais pour mettre un point final à cette histoire. La réunion eut lieu dans un cabinet feutré du centre de Madrid, aux murs recouverts de boiseries sombres et de bibliothèques chargées de dossiers. Quand elle entra, je fus frappé par son visage. Isabelle, toujours impeccablement apprêtée autrefois, semblait méconnaissable. Cernes creusées, maquillage maladroit, regard fuyant. Elle n'était plus la femme qui paradait dans les soirées mondaines, mais une silhouette brisée par l'humiliation et la perte. Elle s'assit en face de moi, ses mains tremblant légèrement. « Daniel, dit-elle d'une voix cassée, je t'en prie, écoute-moi. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je ne pensais pas que tu partirais pour de bon. » Je la regardais sans répondre, laissant mon avocat dérouler calmement les documents posés sur la table. Contrat de mariage, inventaire des biens, compte bancaire. Tout était clair, net, irréfutable. « Madame, dit l'avocat d'une voix ferme, selon les termes signés, vous n'avez droit à aucun bien matériel de monsieur. La maison, les comptes, l'entreprise, tout lui appartient légalement. » Isabelle blêmit. Ses lèvres tremblaient. Elle tourna son regard vers moi, espérant un geste, un signe de compassion. « Daniel, on peut tout recommencer, toi et moi. Les gens oublient, les scandales passent. Je t'aime, tu le sais. » Je la fixai longuement.
Un instant, j'eus presque pitié, mais je repensais à cette soirée, à sa voix glaciale, lorsqu'elle avait choisi sa mère plutôt que moi, à toutes ces années où j'avais été toléré, mais jamais respecté. Je pris une inspiration et répondis d'une voix calme. « Tu m'as dit de partir, Isabelle. Alors je suis parti, et cette fois, c'est définitif. » Elle éclata en sanglots, la tête enfouie dans ses mains. Mon avocat rangea les dossiers, indifférent. Moi, je me levai, ajustai ma veste et quittai la salle sans un dernier regard. Pour la première fois depuis des années, je marchais léger, libre. Après cette confrontation, une page s'était définitivement tournée. Je n'avais plus de compte à rendre, plus de chaînes invisibles qui me rattachaient à cette famille arrogante. Madrid, qui autrefois m'écrasait par ses regards méprisants, me semblait soudain vaste, pleine de possibilités. Je m'installai dans un appartement lumineux du quartier de Chambéry. Rien de comparable à la maison clinquante des beaux-parents. Pas de marbre importé ni de piscine chauffée, mais il y avait une terrasse ensoleillée, des plantes que j'arrosais chaque matin et un atelier que j'avais aménagé pour mon entreprise. Là, entre ordinateurs, maquettes et croquis, je retrouvais ce qui m'avait toujours défini, le goût du travail honnête, la créativité et la liberté. Je n'étais pas seul. Ma nièce Laura, une jeune femme brillante que j'avais toujours encouragée, décida de me rejoindre. Lassée de la superficialité de son entourage, elle me dit un jour « Oncle Daniel, tu m'as appris qu'on peut construire sans tricher. Laisse-moi travailler avec toi. » Nous avons alors commencé à bâtir ensemble une nouvelle société, à taille humaine, centrée sur l'innovation et la transparence. Les premiers clients arrivèrent rapidement, attirés par la réputation de sérieux qui me collait à la peau. Là où Alfonso avait perdu tout crédit, je devenais un exemple de résilience. Chaque soir, en rentrant, je regardais la lumière du coucher de soleil tomber sur les toits de Madrid. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à Carmen, ni à Isabelle, ni à personne. J'avais repris ma dignité, et c'était le plus grand des triomphes. Un jour, en feuilletant le journal, je tombais sur un petit article en bas de page. La famille de la Vega en faillite, leurs propriétés mises aux enchères. Aucun commentaire, pas de photo glamour, juste une fin discrète pour ceux qui avaient vécu dans le bruit et l'orgueil. Je refermai le journal en silence. Je n'avais pas besoin de savourer leur chute. Mon vrai bonheur était ailleurs d'ailleurs, dans mon indépendance retrouvée, dans le travail que je bâtissais chaque jour, et dans la certitude que, malgré la gifle de Carmen et la trahison d'Isabelle, j'étais debout et libre. 6 mois plus tard, un grand quotidien économique publia un dossier intitulé « Le Phénix de Madrid ». On y racontait l'histoire d'un entrepreneur qui, après avoir été publiquement humilié, avait su se relever et bâtir une entreprise florissante. On y parlait de moi. Mon visage figurait en une, non plus comme le mari toléré d'une mondaine, mais comme l'homme qui avait osé dire « assez ». Mon entreprise, lancée avec patience et stratégie, connaissait une croissance fulgurante. Les investisseurs que j'avais jadis admirés venaient désormais me solliciter. Les médias me présentaient comme un exemple de résilience et de droiture. Et eux, la famille de la Vega, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Alfonso, accablé par des enquêtes judiciaires, avait perdu ses postes dans les conseils d'administration. Carmen vivait recluse, incapable de supporter le regard des autres. Isabelle, de son côté, avait disparu des réseaux sociaux après avoir été lynchée par les internautes et abandonnée par ses sponsors. Autrefois adulés, ils étaient devenus parias dans leur propre cercle, oubliés et méprisés. Je refermai le journal avec un sourire paisible. Je n'avais plus besoin de vengeance.
Leur chute avait été leur propre œuvre, accélérée seulement par la vérité que j'avais révélée. Ce jour-là, sur ma terrasse ensoleillée, un café à la main, je pensais à cette gifle qui avait déclenché ma renaissance. Une humiliation transformée en tremplin, une trahison devenue libération. Et je posais cette question à haute voix, comme si je m'adressais au monde entier. Cette revanche était-elle justifiée? Qu'auriez-vous fait à ma place?